Ah, la Provence. Qu'est-ce qu'on était bien en Provence. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter différentes réalisations choisies parmi les meilleures, couvertures, animations, vidéos, et réalisées durant les RDP du jeudi après-midi, au sein d'un atelier consacré à l'infographie et réservé aux latinistes de 3e et 4e qui allaient partir en Provence. Soyez indulgents. Le son n'est pas toujours de qualité. Afin de maîtriser GIMP et de pouvoir réaliser une couverture, nos latinistes de 3e ont été soumis à plusieurs défis. Monsieur de Doc, quant à lui, a initié les latinistes de 4e à la programmation avec le logiciel Scratch. Sous les conseils avisés de Monsieur le Ruth, nous partîmes ensemble, mais grâce à l'écran vert, nous nous vîmes dans le mille en Provence. Bonjour, nous allons vous parler de l'histoire de la Provence celtique. Allons-y! Tout d'abord, du peuple des Ligures qui était selon toute vraisemblance un peuple indo-européen qui venait d'Italie. Nous n'avons pas de preuves de leur culture, mais seulement quelques connaissances attestées par des sources grecques et latines, entre autres des sources découvertes par les archéologues. Les Celtes, eux, sont venus d'Europe centrale et ont progressivement envahi la Provence. Ils se sont mêlés aux Ligures et ensemble ont formé les Celto-Ligures. La Provence romaine a laissé de nombreux vestiges
comme le célèbre pont du Gard. Eh oh! Le journal pour seniors, présenté par Jean-Michel Boll. Mesdames et messieurs, et vous, chers indéterminés, bonjour et bienvenue dans notre édition spéciale consacrée à la Provence. Nous assistons à l'attention de nos professeurs qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Nous espérons leur rappeler leur moment oublié. Nous avons envoyé notre vieux reporter, René Gillard, en Provence. Alors René, comment est la région? Bonjour Bobol, je suis bien arrivé en Provence, et plus précisément à Marseille. C'est une très belle région, mais aucun grec à l'horizon. Attendez un petit peu s'il vous plaît, j'ai un problème avec mon oreillette. Je crois que nous avons un petit souci technique avec notre reporter. Nous essayons de rétablir le contact avec la Provence. Sinon, tu savais que le pape Clément V s'était installé à Avignon? Pourquoi il n'était pas resté à Rome? Je pense que la capitale d'Italie a été déchirée par deux grandes puissances rivales. C'était lesquelles déjà? Je me souviens plus. J'ai eu un exposé là-dessus il y a pas très longtemps. C'était la France et l'Angleterre si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. One eternity later. Sinon, tu te rappelles l'autre fois quand on parlait du pape à Avignon? Clément V? Oui, c'est ça. Tu sais combien de papes lui ont succédé? Non, je sais pas, 2 ou 3. Non, pas du tout. J'ai été surprise de la réponse. Il y en a 6 qui lui ont succédé. 6? Et tout ça à Avignon? Oui. Mais c'est énorme! Exact. Dans l'ordre, il me semble que c'était Jean 22, Benoît 7, Clément 6, Innocent 6, Urbain 5 et Grégoire 11. Punaise, ça fait vraiment... Un paquet de gens, hein. C'est vrai. Je crois que quand le pape et sa cour s'étaient ramenés, il y a full de personnes qui se sont installées. Je pense qu'il y en avait au moins 40 000. Avignon devait sûrement être une des plus grandes villes d'Europe. Et l'une des plus cosmopolites. C'est vrai. Et bienvenue dans cette édition spéciale La Provence devient française. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Je ne m'appelle pas Martine. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Bref Martine, explique-nous comment cette Provence est devenue française. Eh bien tout commence avec le roi René d'Anjou, qui décédera le 10 juillet 1481. De plus, la ville de Nîmes passa sous la domination de Rome, et donc elle est considérée comme une cité romaine dès l'an 40 avant Jésus-Christ. Ah ouais, tout ça! Et tant qu'on y est, les Romains ont transformé Nîmes en Rome numéro 2. Eh bien, figure-toi que tu n'as pas tout à fait tort. C'est grâce à Auguste que cette ville est devenue la capitale narbonnaise, et c'est lui qui lui a donné tout son éclat. Il l'a embellie, emménagée à l'image de Rome. Ils ont construit une enceinte de 7 km, un amphithéâtre, les arènes. Ils ont édifié la maison carrée en l'honneur du fils adoptif d'Auguste. Et bien d'autres monuments, je suppose. Oui. Ah oui, j'ai oublié de t'expliquer. En fait, le nom de cette ville provient du dieu Némosus, qui est devenu Nems, puis Nisme et enfin Nîmes. C'est toujours bon à savoir. Bon, je pense qu'on va s'arrêter. Ils vont croire que nous sommes trop intelligentes. Et si on partait en direction de notre prochaine destination? Ok, en avant toutes, les poteaux. Nous y voilà, les arènes. Ça me rappelle des souvenirs. Ah oui, lesquels? Vaut mieux pas que tu saches. Bref, c'est beau, non? Ah, ok. Oui, j'avoue.
Bon, on ne va pas trop tarder sur ce monument extraordinaire, magnifique, fantastique, de tous les joyaux du monde parce que... Tu t'emballes. Ah oui, désolé. Donc, je disais, on ne va pas tellement parler de ce monument dans les détails parce que nos collègues, ou plutôt nos potes Faustine et Clotilde, vont nous en parler mieux que nous et plus sérieusement. Enfin, je pense. Oui, bref, commençons par le commencement. Les arènes de Nîmes, avant d'être un lieu touristique, sont un amphithéâtre romain construit vers la fin du 1er siècle, en moins 90 exactement. Et la construction? Viens, on va à l'intérieur. Waouh, c'est magnifique. J'avoue que là c'est pas mal. Donc, la construction de l'édifice débute vers 90 avant Jésus-Christ, voire un peu plus tard en raison de son niveau de perfectionnement architectural. Et sa fonction est alors de divertir la population de la colonie de Némosus. Lors des grandes invasions, il se transforme en village fortifié où la population va se réfugier, puis constituer du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle un quartier avec ses rues et ses boutiques. Tu vois, je connais des choses moi aussi. Oui, ça va, j'ai compris. Donc, revenons à nos moutons. Mais... Ouais, c'est ça. Bref, au 19e siècle, le monument est dégagé, puis reconverti en arène en 1863. Aujourd'hui, il accueille une vingtaine de corridas et courses camarguaises chaque année et diverses manifestations culturelles, concerts, reconstitutions historiques, pégoulades, etc. En dehors de ces événements, l'édifice est ouvert à la visite toute l'année. Ah, c'est chouette! Tu crois qu'on va en voir un? De quoi? Un combat de gladiateurs. Ça n'existe pas. Ça reste à voir. Regarde, qu'est-ce que je te disais? Il y a des gladiateurs qui se battent. Moi, je tiens pour celui en rouge. Mais c'est impossible, mais attends, regarde. Ce sont les profs. C'est bien drôle, hein? Oh, dommage, ça aurait pu être chouette. Bonjour, monsieur le Rude, bonjour, monsieur Dodoc, bonjour, monsieur Bol. Coucou les profs. Bon, on va à la prochaine destination? Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! La maison carrée porte son nom depuis le XVIIe siècle. En effet, toute forme avec le 4 côtés était appelée carré. Le carré long était notre rectangle et le carré parfait notre carré actuel. C'est pour cette raison que la maison carrée est un rectangle. Ce temple romain construit il y a 2000 ans est l'un des édifices les mieux conservés au monde. Il appartenait à Auguste, puis au prince de la jeunesse, les petits-fils d'Auguste, tous deux morts dans la fleur de l'âge. Caius Caesar, cependant, ses plans de succession ne se réalisèrent pas. Lucius, son frère, mort en deux, et suivi par Caius, 2 ans plus tard, à l'âge de 23 ans. Il dut se retirer en Syrie à cause des graves blessures qu'il aura eues pendant la guerre d'Arménie, et forcé par l'empereur Auguste de retourner à Rome en 4. En moins 49, César se battait en Hispanie et se passa près de Marseille. Il décida de faire le siège de la ville après l'échec des négociations avec les notables de la cité pour obtenir leur alliance. 12 bateaux de César, difficilement manœuvrables à cause du bois vert utilisé pour leur construction. Ceux-ci terrassèrent la flotte des Marseillais et des 17 bateaux, dont 3 furent coulés et les autres capturés, que 8 rentrèrent au vieux port. Le 31 juillet 49, à Séenne, les navires de Pompée et des Marseillais décidèrent d'essayer de forcer le blocage mis en place par les Romains dirigés par César. Ceux-ci partirent avec 34 bateaux, dont 17 navires de la flotte de Pompée, plus 8 navires rescapés et 9 autres construits après la bataille. César, avec 18 bateaux, dont 12 bateaux plus les 6 capturés, César remporta le combat. La flotte de Pompée décida d'abandonner ses alliés à la vue du carnage, abandonnant les Marseillais pour porter main forte à la flotte de Pompée restée en Espagne.
7 bateaux marseillais rentrèrent au port. Ensuite, les Romains prirent possession de Massalia. Salut mec, ça va? Ça va bien toi? Est-ce que tu as fait ta valise? Ma valise? Quelle valise? Patate, tu sais bien enfin. Ah oui, la Provence. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Eh ben écoute, je sais pas trop, mais ça va être cool en tout cas. Ah oui! Les expos, la plage et le foot bien sûr. Mais il n'y a pas que le foot dans la ville Benjamin. On y va surtout parce que Marseille c'est une ville du nom de Massalia. Ah oui, il y a tant de choses que j'aimerais savoir sur la ville. Il y a des choses du style les expos, les monuments. Et j'ai toujours voulu savoir un truc, c'est sur le savon de Marseille. Comment est-ce que ça se fait? Par exemple, le petit Marseillais, ça vient d'où? C'est de Marseille, non? Mais non! Le petit Marseillais, c'est pas le vrai savon de Marseille. Le vrai savon de Marseille, c'est ça. Mais dis-moi, comment est-ce qu'on fait du savon de Marseille? Viens, je vais t'y emmener. Et c'est à ça que ça ressemble? Mais ça a l'air dégueu. Ouais, mais toi tu viens avec. Et sans vouloir t'offenser, on dirait vraiment que ça ressemble un petit peu à la merde. Ouais, mais les points positifs de ce savon sont beaucoup mieux que d'autres savons, genre Nivea, Tahiti et tout. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah, for all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Oh, tu me pompes l'air. Tu as vu le nouveau film de ce nordiste-là, Danny Boone, via Michel Ch'ti? Oui, pas mal, pas mal. En parlant de ch'ti, il est sûr dans le film, c'est que boire du pastis. Mais ce n'est pas vrai. C'est aussi qu'on parle dans la vie d'un genre des grands gestes ridicules. On se dispute pour un rien. Mais n'importe quoi. Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Hello mes manettes, je reviens de mon voyage de Camargue et comme vous pouvez le constater, je suis bien bronzée. Je vais vous faire part de mes petites découvertes, mais avant tout, un petit saut dans la géographie. La Camargue est une région française formée par le delta du Rhône qui recouvre plus de 150 000 hectares et se divise en 3 grandes parties.
La petite Camargue, la grande Camargue et le plan du Bourg. Est-ce qu'il fait chaud là-bas? Alors la Camargue est soumise à un climat méditerranéen. C'est-à-dire qu'on va connaître une longue période estivale et chaude, des hivers doux, beaucoup de soleil et des précipitations irrégulières. Il faut noter que le mois de juin n'est pas la période idéale pour observer la fleur camarguaise. Il faudrait venir au printemps parce que le soleil tape déjà très fort. J'ai pu cependant observer quelques plantes caractéristiques de la Camargue. Ah, c'est vous qui devez m'expliquer toutes les plantes que je vais voir. Oui, c'est moi. Donc ici, c'est la sansouire, qui vient du latin saumure, et c'est la végétation la plus importante de la Camargue. Le sol y est donc très salé, et elles sont sèches à tel point qu'en été, le sol est craquelé. Allons-y, let's go. C'est petit, les amis. Nous allons les trouver, je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? Voir les salicornes. Ici, c'est la salicorne, verte en été et rouge en automne. Et elle occupe 20 à 30% de la surface de la sansouire. La salicorne est une plante dite halophile, donc elle aime le sel. C'est une plante comestible qui contient un sucre salé. On la reconnaît à ses rameaux cylindriques gorgés d'eau et à sa tige charnue et translucide. Ses feuilles apparentes, on dirait un peu des écailles, et avec des petites fleurs minuscules. T'es prête pour la Camargue? Bah oui, pourquoi? T'as tout préparé, hein? T'as rien oublié? T'as quand même pas oublié le livre. Ah, mais non, il est dans la valise. Donne-le-moi 2 minutes. Ok. Attention, le vol numéro 64 à destination de la Camargue réservé par les élèves de 3e et 4e du collège de Bellevue à Dinan vient d'atterrir sur le quai numéro 3. Chers élèves et professeurs, veuillez vous présenter sur ce quai. Allez, viens, c'est à nous. Ok, je te suis. Mais attends, le livre, on l'a même pas encore ouvert. Ah mais oui, c'est vrai ça. Ah, j'ai trouvé le cheval. Lis-le-moi, s'il te plaît. Le cheval. Le cheval Camargue possède une robe noire ou baie foncée à la naissance et acquiert sa robe grise à l'âge adulte. Il mesure entre 1,33 m et 1,43 m au garrot pour un poids compris entre 300 et 400 kg. Il peut autant s'adapter à la monte classique qu'à la monte du travail Camargue. Il possède des origines très anciennes. Certains affirment qu'il serait le descendant du cheval de Solutré, d'autres qu'il aurait des origines asiatiques. Au niveau du 19e siècle, il aurait reçu de nombreux apports de sang de race anglo-arabe, pur sang arabe, pur sang anglais et postier breton. Le cheval Camargue a la particularité de porter l'encolure basse et en avant afin de protéger ses naseaux du mistral. Les poulains sont identifiés à la naissance par une marque appliquée au fer chauffé sur la cuisse pour les femelles et sur l'encolure pour les mâles, suivie d'une lettre pour l'année de naissance. Ce cheval est encore élevé en liberté dans les grands espaces marécageux de la Camargue et du delta du Rhône. Le style de vie de ce cheval fait de lui un cheval rustique, endurant, vif, robuste et résistant. Son mode de vie et d'élevage inchangé a préservé ses qualités qui en font un cheval complet, aujourd'hui reconnu comme une espèce propre à toutes les disciplines de loisirs et sports. Les épreuves de maniabilité dans lesquelles il excelle, le dressage où il est un partenaire idéal des jeunes, sachant étonner les plus chevronnés, le saut d'obstacle, franc à l'abord, rond et dynamique, l'attelage, il démontre la trempe de son caractère, auquel il allie son souffle et sa résistance, et la randonnée pour laquelle il est particulièrement apprécié. Et ça tourne, hein? Ah!
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode et nous allons parler de l'historique de la ville d'Arles. Soutenant Jules César contre Marseille, Arles en est récompensé et devient une colonie romaine dès 49 avant Jésus-Christ. Au gré des successions apparaît un territoire autonome appelé Royaume de Provence. Au début du Xe siècle, Hugues d'Arles s'installe à Arles, dont il fait la capitale du royaume, dont il est régent pour Louis l'Aveugle. Il s'en désintéresse après 926, lorsqu'il devient roi d'Italie. Le 21 mars 1792, Arles est déclaré en état de rébellion contre la République. En punition des sentiments légitimistes de la cité, la Convention nationale condamne la ville d'Arles à raser ses remparts, ce qui ne sera réalisé que partiellement. Nous allons retrouver notre beautiful Shakira qui va vous présenter la météo. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le constater sur notre carte, la météo à Arles est d'environ 20 degrés et restera constante toute la semaine. Nous nous retrouvons pour un prochain point météo demain matin. Bonne journée. Nous allons retrouver notre correspondante Lady Gaga qui va vous présenter la cathédrale Saint-Trophime et son cloître. La cathédrale Saint-Trophime d'Arles est une église romane située sur la place de la République. Elle fut le siège de l'ancienne archidiocèse d'Arles jusqu'en 1801. Les titres de basilique, primatiale et cathédrale restent cependant maintenus, même si la cathédrale n'est plus le siège effectif de l'évêque. Le cloître Saint-Trophime de l'ancienne cathédrale d'Arles date du XIIe et XIVe siècle. Adossé à cette église se trouve le cloître Saint-Trophime. Il date de la seconde moitié du XIIe siècle pour 2 galeries et du XIVe siècle pour les 2 autres. L'emplacement de ce cloître est inhabituel car il n'est accolé ni à la nef ni au transept. Il communique avec le chœur au moyen d'un escalier de 25 marches. Ce cloître présente une forme approximativement rectangulaire de 28 mètres de long sur 25 mètres de large. Nous allons retrouver notre très cher ami Vincent Van Gogh qui va nous résumer son parcours à Arles. Lors de mon séjour en Pays d'Arles, entre février 1888 et mai 1889, je réalisais environ 300 peintures et dessins. Les lieux où j'ai posé mon chevalet dans la ville d'Arles sont signalés par des panneaux. Une dizaine d'endroits ont ainsi été repérés, dont la place du Forum pour le café le soir, le quai du Rhône à la nuit étoilée ou encore la place Martine à la Maison Jaune. Les arènes et les aliscamps ont aussi été immortalisés dans plusieurs toiles. Nous allons rejoindre Lady Gaga qui va nous présenter le théâtre. Le théâtre fut achevé vers l'an 12 avant Jésus-Christ. Il servit longtemps à de nombreux spectacles, tragédies, comédies, mimes, auxquels le public assistait gratuitement. Construit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, le théâtre date de la première urbanisation de la colonie fondée par Jules César en moins 46. Oh shit! I break my leg! Oh my god! What a pity! Appuyé sur un réseau de galeries concentriques, de salles voûtées rayonnantes et d'escaliers qui la subdivisent en 6 espaces distincts, la cavea mesure plus de 100 mètres de diamètre. Le théâtre est redécouvert à la fin du XVIIe siècle et confirmé les siècles suivants par les nombreuses pièces archéologiques. Seuls subsistent quelques gradins, l'orchestre, la fosse du rideau de Seine et 2 hautes colonnes de marbre coiffées d'un fragment d'entablement. Le théâtre a néanmoins retrouvé, surtout l'été, sa vocation de lieu de spectacle. Nous allons rejoindre Selena Gomez qui va nous présenter les remparts. C'est la plus grande enceinte romaine en France, elle mesure environ 6 km. L'enceinte, qui ceinturait la ville en passant par ses 7 collines, intégrait 80 tours, une dizaine de portes ainsi qu'une dizaine de petites portes. La construction du rempart a débuté sous le règne d'Auguste et s'est poursuivie sous Tibère, c'est-à-dire environ entre 5 avant Jésus-Christ et 20 après. Nous allons retrouver notre très cher ami Constantin qui va nous parler de ces thermes. Les thermes de Constantin ou les thermes du Nord sont des bains romains du IVe siècle situés au bord du Rhône.
Les mieux conservés sont les thermes de Constantin, parfois appelés palais de la Trouille, en raison d'une ancienne tradition voyant dans ces vestiges les restes du palais qu'aurait fait construire l'empereur Constantin. Au XVIe siècle, des érudits arlésiens étudiant les vestiges de pierre et de briques qui subsistent au bord du fleuve, ainsi que les traces laissées dans les maisons voisines, identifient le monument à un palais de l'empereur Constantin. Nous allons rejoindre Shakira et Selena Gomez qui vont nous parler des cryptoportiques. Les cryptoportiques forment le soubassement, la partie cachée du forum, qui est la place centrale publique d'une ville romaine. Les galeries nord et sud mesurent 90 mètres, tandis que la galerie ouest mesure 60 mètres. Leur largeur est estimée à 10 mètres. Du forum arlésien proprement dit, on ne sait que très peu de choses. Quelques éléments seulement, décoration, aménagement, permettent d'en dater le début des travaux quelques années après la fondation de la colonie. Les fondations se présentent sous la forme de 3 galeries formant un U ouvert vers l'est. Le niveau de circulation actuel correspond assez bien à celui du sol antique de la ville. Seule la galerie du Nord s'ouvrait sur une place. Une 4e galerie témoigne d'une restructuration d'édifices durant l'Antiquité. Les galeries de base n'étaient pas accessibles au public. À l'extrémité de la galerie du Sud, qui se trouve directement sous l'hôtel de ville, on peut observer d'anciennes prisons par les soupiraux. Du fait de ces transformations, le passé du monument demeura longtemps une énigme. On y vit un temps des catacombes. À l'occasion du chantier de l'hôtel de ville, au XVIIe siècle, on s'interroge sur l'origine romaine de l'édifice. On découvre des vestiges de thermes et on fait à tort des cryptoportiques, un vaste bassin. En 1737, un incendie des sous-sols de l'église Saint-Lucien révèle une frise sculptée qui confirme notre hypothèse. En 1951, le déblaiement des galeries permettra de mettre au jour un dépôt de marbre contenant divers fragments de statuaires. Ces découvertes apportèrent la preuve de l'identité réelle des cryptoportiques et de l'importance du culte impérial lié au forum romain. Voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Personnages extraordinaires. Dans cette série, nous voyons un à un des personnages extraordinaires partout dans le monde. Enfin, non, pas dans le monde, parce que plutôt en Belgique, parce que nous on est belges. Enfin, moi je suis belge, du moins je ne sais pas pour vous, mais moi je suis belge et les caméras aussi et tout. Et voilà, c'est pour ça qu'on va voir donc des trucs en Belgique, des personnages extraordinaires en Belgique. Et donc aujourd'hui, nous allons voir et interviewer. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Personnes incroyables. Alors aujourd'hui nous sommes donc, comme je l'avais déjà dit plus tôt, chez le professeur à l'intérieur qui se trouve ici près de nous. Alors mon cher à l'intérieur, expliquez-moi un peu plusieurs choses. Hein. Vous savez, nous sommes ici pour le show Personnes incroyables. Oui, nous allons vous poser 3 questions, hein, 3 questions incroyables alors à ce super personnage. Alors la première question c'est, qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour la science? Ah bah bien évidemment, mais c'est juste l'argent en fait. Voilà. Ah oui, oh, incroyable. Ouais. Ok, donc l'argent, ok. Quelle est votre invention préférée? Parce que vous en avez fait beaucoup. Bah c'est ma machine à remonter dans le temps qui se trouve juste là-bas. Une machine à remonter dans le temps, c'est incroyable. Et donc elle se trouve là? Ah oui. Ok, et donc on peut aller la voir par exemple, oui, hein, parce que donc oui, suivez un peu le caméraman. Okay. Monsieur, ne touchez surtout pas à ce bouton. Oh. Waouh! Oh, c'est incroyable! Oh, wow! Oh mon menton! Oh non! Wow! Wow! Oh my god! Oh! C'est incroyable! La machine du professeur à l'intérieur a fonctionné! Nous voici à Arles, dans l'Antiquité! Regardez autour de vous! C'est une expérience unique! Regardez, des gladiateurs qui combattent la reine! Ah oui! Je pense me souvenir de quelque chose historique que j'ai lu à propos de cette arène, parce que vous savez, moi j'adore l'histoire, hein, l'histoire c'est ma passion, et là-dedans, les gladiateurs combattent, regardez, ils sont en train de combattre là, il y en a un qui se fait tuer, et ensuite, il y a aussi... c'est incroyable! C'est un gladiateur, et qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de nous parler de souterrain. J'aimerais apprendre plus là-dessus. Hé, monsieur...
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du théâtre romain d'Orange. Ce théâtre, construit par les hommes de la 6e Légion de César, est commandé par Auguste, son neveu. Il est un des mieux conservés d'Europe, pour pas dire le mieux. Évidemment, il fait donc partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce théâtre a fait détourner beaucoup de regards, dont celui de Louis XIV qui en dira qu'il est le plus beau de son royaume. Sa muraille fait 37 mètres de haut, 103 mètres de long, pas très décoré, j'en conviens, mais enfin, 103 mètres c'est quand même beaucoup, et 1,8 mètre d'épaisseur. L'intérieur, contrairement à l'extérieur, est très élaboré. Il y a une scène de 61 mètres de long, une statue d'Auguste de 3,5 mètres de haut, plein de mosaïques qui ont totalement disparu, plein de couleurs qui ont totalement disparu, et des gradins pour 10 000 personnes. En parlant de gradins, en voici le plan. Nous pouvons voir qu'il y a différentes sortes de gradins. Les premiers pour les riches mécènes et les nobles, les seconds pour les marchands, et les troisièmes pour les esclaves et les filles de mauvaise vie, c'est-à-dire les prostituées. Ici, nous pouvons voir une reconstitution plutôt réussie de ce théâtre. Nous pouvons remarquer aussi à l'intérieur toutes les couleurs qui aujourd'hui ont disparu. Ici, c'est le théâtre après sa redécouverte et qu'on ait enlevé les maisons qui étaient à l'intérieur. Et oui, il y avait beaucoup de maisons dedans. Une dizaine, voire 15. La différence entre un théâtre grec et un théâtre romain, c'est que chez les théâtres romains, il y avait une muraille, et non dans les théâtres grecs. Dans les théâtres grecs, ils étaient en pleine campagne, pas une habitation autour à moins de 100 mètres. Tandis que les théâtres romains, ils étaient au milieu de la ville. Nous pouvons aussi remarquer que chez les théâtres romains, il y a des places d'honneur, et non chez les théâtres grecs. Merci pour votre écoute attentive. Ulysse et Tom ont fait cet enregistrement.